Par exemple, si on fume, le sexe, bon, on ne peut pas changer notre sexe, mais le tabac, la consommation de sucre, le diabète, l'obésité. Et on sait que notre microbiote est différent suivant si on maigrit ou on ne maigrit pas. On sait qu'on peut changer le microbiote en maigrissant. Et ce milieu bactérien est un marqueur très important des écosystèmes. Et donc ça modifie plein de choses, l'écosystème même de l'extérieur, même de l'environnement. D'accord? Et dans ce biotope, il y a une bactérie qui s'appelle Prevotella. Alors les Indiens avaient trouvé ce germe à un moment donné, après il avait été décrié, on avait dit qu'ils avaient inventé ce germe, ils avaient dit, beaucoup de gens ont décrié comme beaucoup d'écrits dit que c'est faux tout ce que racontent certaines, mais en fait, je pense que ce germe, et je vais vous expliquer pourquoi je pense que ce germe est un énorme malfaiteur pour le type de Covid digestif. Autant que je pense que peut-être que le mycoplasme, on a dit, Claude était le malfaiteur pour le poumon, je pense que ce germe. Alors qu'est-ce que c'est que Prevotella? Prevotella, c'est une bactérie qui est. Diapo suivant, pardon. Qui est une bactérie, en fait, qui est une bactérie dans notre tube digestif et tout le monde a Prevotella. C'est un anaérobie strict, c'est un commensal, on l'a, tout le monde en a. Il y a plusieurs types de Prevotella, et il y a une Prevotella qui s'appelle Prevotella copri, qui est un germe qu'on retrouve dans plusieurs zones géographiques. Et si on fait les zones géographiques de Prevotella copri, on voit que ce germe est plus prégnant quand c'est des pays occidentalisés, par exemple, 30%. On sait que c'est dans ces pays occidentalisés, il montre que ce germe, quand il y a le Covid et que Prevotella copri, ben en fait, on a plus de formes graves. Et si on voit, on a fait aussi des études par rapport à Prevotella copri et même le monde, et on voit en fait, si on prend la diapo suivante, suivant la souche, les sous-souches de cette Prevotella copri, on voit par exemple les zones bleues, vous voyez, c'est les zones occidentales où on a des Covid les plus graves. On savait qu'on ne sait pas trop, mais on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup moins de cas, en tout cas en Afrique de subsaharienne, pas subsaharienne, mais subsaharienne, il y a beaucoup moins de cas de Covid. Alors on a dit qu'il y a la jeunesse, il y a beaucoup de que c'est des pays qui ont des populations beaucoup plus jeunes, mais aussi l'alimentation est différente, et donc comme l'alimentation est différente, il y a aussi la malnutrition, bien sûr, et il y a aussi des gens il y a moins de Prevotella copri, et en fait, on a montré qu'en fait, plus Prevotella copri était prédominant de la souche CDD, moins on avait de Covid digestif. Et ça a été montré pour le Covid digestif, en tout cas pour ce Covid digestif. Et vous voyez, dans cette diapo, vous voyez bien les 7 zones, les 4 continents où Prevotella copri de type C et D était prégnant, et vous avez dans les zones occidentales où c'était surtout A et B qui étaient prédominantes, et on voit que si on fait le recoupement avec les Prevotella, avec le Covid, on voit que les zones les plus bleues sont les zones où il y a le plus de cas de Covid les plus graves. Alors, Prevotella, Covid et courbe des âges, diapo suivante, on voit aussi que plus on est âgé, plus on a du Covid grave. Alors, dans la diapo d'après, l'alimentation agit sur Prevotella. Ça, on sait que Prevotella, il y a une action directe sur l'alimentation. Et par exemple, en Chine, par exemple, on a montré que suivant des régimes alimentaires, alors c'est des choses indirectes, c'est pas Prevotella, mais c'est des choses indirectes, on sait que dans certaines régions de Chine, quand ils avaient une alimentation riche en riz, par rapport à qui mangeaient plus de légumes, et ben, ceux qui avaient plus de légumes avaient moins de formes graves de Covid digestif que ceux qui mangeaient du riz exclusivement sucré. Et donc on pense que le sucre, c'est pas bon pour la santé, on sait que ça donne du diabète, mais aussi ça donne peut-être plus de Covid. Donc les gens obèses, on retrouve l'obésité, on retrouve encore les diabétiques, etc., les facteurs de risque du Covid. Et en fait, dans une étude qui était intéressante aux États-Unis, où ils ont fait des études sur des détenus, et ils ont testé les détenus sur Prevotella, et ils ont montré que ces détenus qui mangeaient tous la même chose, qui étaient pourtant dans une ethnie afro-américaine, qui était la même ethnie la plupart du temps, et bien ils ont montré que 96% avaient le même biotope, ils ont testé le biotope, le microbiote intestinal, et ils ont montré en fait que ce microbiote intestinal était le même chez la majorité des gens. Donc ça veut dire que par l'alimentation, on peut modifier notre microbiote, et peut-être on peut modifier aussi le risque d'avoir le Covid. C'est intéressant aussi par ce biais. Donc manger plus de légumes et moins de sucre. Moins de sucre.
Alors, Prevotella et Purpura rheumatoïde, je parle juste de ça parce que c'est intéressant. Ils ont montré dans une étude en 2018 qu'il y avait une relation entre Prevotella et le rhumatisme rhumatoïde. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on voit un peu les maladies auto-immunes dans cette histoire. Donc c'est un facteur indirect pour penser que Prevotella aussi aurait un rôle dans le Covid. Pour l'instant, ce n'est pas des choses directes, mais aussi autre chose. C'est Prevotella aussi un effet inflammatoire sur les... Au diapo suivant, pardon. Un effet inflammatoire sur l'épithélium intestinal, ça a été montré, que Prevotella produit l'interleukine 6 qui agit en action pro-inflammatoire, et on sait que l'interleukine 6 agit aussi dans l'orage cytokinique qu'on a bien vu avant, et l'interleukine 1 et l'interleukine 6, les profacteurs, les cofacteurs pro-inflammatoires, donc ça, Prevotella fabrique cette interleukine 6 comme mycoplasme pneumoniae pour l'interleukine, et donc c'est un facteur indirect pour penser que Prevotella ce serait peut-être le cofacteur bactérien de l'orage cytokinique. Alors, diapo suivante. Quelles sont les formes cliniques du Covid digestif? Alors là, suivant les études, ça dépend. Il y en a qui disent que c'est 5%, il y en a qui disent que c'est 40, il y en a qui disent 79. Bon, alors 79, je pense que c'est abusé, je pense qu'il n'y a pas 79% dans les Covid pulmonaires, mais si on interroge bien les patients qui ont eu des Covid pulmonaires, ils disent « Ah oui, j'ai eu un épisode de diarrhée, mais c'était très vite résolutif ». Quand on leur pose bien la question, mais il faut vraiment leur dire, leur interroger beaucoup, ils disent « Ah oui, c'est vrai, j'ai eu un peu de diarrhée », mais quand ça a été résolutif, c'est passé très très vite, parce que le facteur prégnant pour eux, c'était le poumon. Ils ont été très mal, ils ont beaucoup de mal à respirer. Le fait qu'ils ont eu un peu la diarrhée, une salle liquide, ça s'est passé vite inaperçu. Alors, sinon, nous, ce qu'on a à l'hôpital habituellement, c'est plutôt les diarrhées qui sont d'abord liquides, non sanglantes, et qui deviennent liquides, et qui durent plus de 3 jours. Et donc, on a cette sensation de ne pas avoir faim, d'avoir un peu de diarrhée, des nausées, des vomissements, puis après des douleurs abdominales, et puis après, on a les hémorragies digestives, c'est-à-dire du sang dans les selles, puis après des complications, et après la thrombose, comme on voit la thrombose pulmonaire, nous on a les thromboses abdominales. Alors quelles sont les thromboses abdominales? C'est des colites ischémiques, c'est-à-dire ça va boucher les artères du côlon, et donc ça donne des colites ischémiques. Des ischémies mésentériques, qui j'en voyais habituellement, on en voyait 1 à 2, allez 5 par an à l'hôpital. J'en voyais 5 par an, là j'en vois peut-être 4 par semaine, c'est très fréquent, mais bon j'ai un biais de sélection parce que je fais du Covid digestif, donc c'est très très fréquent. Alors qu'est-ce que c'est ces ischémies? En fait, ça bouche les artères, ça bouche les veines, surtout les veines, et donc ça donne des ischémies, et donc ça peut donc mourir d'une ischémie du ventre comme on peut mourir d'une embolie pulmonaire. Alors, diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'il y a en biologie? Alors en biologie, on n'en a pas parlé, mais nous, on s'intéresse à la biologie beaucoup parce qu'en fait, le COVID, en fait, quand on a la possibilité d'avoir une numération, ça peut suffire quasiment pour faire un diagnostic de Covid. On n'a pas besoin d'un PCR. Et moi, ce que j'avais fait à l'époque où j'avais pas les PCR, parce qu'on n'avait pas tous les PCR au départ, ben en fait, on avait une lymphopénie, et c'est 83%, il y a des lymphocytes qui sont bas. Parce qu'en fait, le Covid, il agit comme pour le sida, par exemple, il rentre par le biais de la CE2, il va baisser le taux de lymphocytes, et donc en baissant le taux de lymphocytes, il va diminuer l'immunité de la patiente. Et c'est par ce biais-là que ça commence la maladie. Après, il y a les bactéries qui interviennent. Et comme c'est un virus, il agit comme un virus, comme le BV, en fait, il fait une monocytose. Alors si vous voyez les NUM, on voit des monocytes qui augmentent, mais il faut l'attraper au départ. Si vous l'attrapez trop tard, la monocytose, vous ne l'avez plus. Et donc si on l'attrape au départ, on fait une NUM très très vite, on peut faire le diagnostic quasiment de Covid que par une numération. On a fois les plaquettes qui baissent dans 36% des cas. On des CRP, ce qu'on appelle la CRP, c'est la C-reactive protéine. C'est une protéine de l'inflammation qui peut monter à des chiffres phénoménaux. On en a parlé tout à l'heure avec Stéphane, mais moi j'ai vu des 400 de CRP, alors j'en voyais jamais dans les septicémies graves, et on voyait des CRP très très élevés. Et nous, ce qu'on fait, on fait beaucoup les dédimères. Je faisais jamais ça j'en ai jamais fait depuis très très longtemps. Je disais que c'était des bêtises à les internes, à les externes, comme quoi il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je pense qu'il faut changer notre attitude, notre médecine, parce qu'en fait, les dédimères, c'est vrai que ça augmente quand il y a une inflammation. Mais là, les dédimères, ça nous permet, nous, en tout cas, de voir si on doit donner des HPPM, c'est-à-dire des traitements préventifs en héparine, ce qu'a fait d'ailleurs nos collègues
tu en parlais des hôtels Mosellan qui avaient fait de l'Arixtra en dose préventive pour éviter des embolies et des phlébites. Ils avaient raison parce qu'en fait ça donne des embolies et des phlébites, mais nous ça donne aussi des embolies et des phlébites dans le ventre. Et si les dédimères dépassent 1000 voire 3000, on sait qu'il y a à ce moment-là soit une embolie pulmonaire, soit une thrombose mésentérique. Et à ce moment-là on les met à dose efficace. Et même si on ne le voit pas, parce que des fois, même avec les images, on ne le voit pas, on fait des scanners, on fait plein de choses, on ne voit pas l'embolie, mais on sait qu'elle existe et on traite par anticoagulant. Et c'est ça la leçon qu'il faut retenir de cette maladie, c'est que c'est une maladie invisible, d'un virus invisible, et qui donne des maladies invisibles. Et donc c'est pour... Invisibles, elles sont visibles, mais ce que je veux dire, c'est avec des choses qu'on ne voit pas forcément, et c'est grâce à des faisceaux d'arguments qu'on va pouvoir faire un diagnostic et un traitement. Et bon, la PCR, j'en ai parlé, ça ne sert à rien, on n'en fait pas. Alors vous avez après des moches images, là, pour ceux qui ne veulent pas regarder, vous n'êtes pas obligés. C'est de l'intestin, c'est pas du merguez, mais c'est de l'intestin ischémié, avec des scanners qui montrent la nécrose du côlon, la nécrose du grêle, avec de l'air dans les diapos A et B sur le côté droit de la diapo, on voit carrément de l'air dans la paroi du côlon, c'est de la nécrose gazeuse du côlon, et ça, il faut l'opérer, sinon il meurt de perforation et de péritotique. Et là, vous avez dans la diapo suivante, vous voyez des colites hémorragiques. Alors, vous voyez, le poumon peut être... On voit une petite tache pulmonaire juste en bas dans la diapo A, mais vraiment, il faut la voir, il faut avoir des grands yeux pour la voir. Et vous voyez, en même temps, vous avez une colite hémorragique, c'est-à-dire le côlon qui est ischémié. Et vous voyez les images en coloscopie, vous voyez des taches rouges dans le côlon. En fait, c'est comme si le côlon avait pris des coups de poing. En fait, c'est ça la colite ischémique, c'est des coups de poing du côlon. En fait, c'est d'ischémie, c'est-à-dire les petites artères se sont bouchées. Et donc, ça permet de faire le diagnostic. Et par le biais du poumon, on sait que c'est un Covid, parce qu'on a une colite, qui normalement, une colite, ça peut être une colite infectieuse à salmonelle, à d'autres bactéries. Et là, on a une colite dans un contexte de Covid. Et donc, on fait la gestion de ce qu'on appelle du Covid digestif. Et à ce moment-là, on va traiter comme un Covid digestif. La diapo suivante. Alors, on a aussi eu des cas d'hépatite. Alors, l'hépatite ischémique ou pas, on ne sait pas trop. Des cholangites, c'est-à-dire des tableaux de cholangiopathie, c'est-à-dire des tableaux d'infection des voies biliaires qui peuvent mimer des coliques biliaires, comme on voit des fois. Des pancréatites, j'ai même eu un cas là, récemment d'une pancréatite aiguë virale certaine, puisqu'elle a fait une séroconversion, en IgG du Covid. Voilà. Et puis moi j'ai une expérience en fait d'insuffisance surrénale aiguë ou subaiguë avec des douleurs abdominales, des fatigues, des vomissements, des hyponatrémies avec des poses du sodium et en faisant juste un dosage de cortisol, ça permet de faire le diagnostic et on traite très rapidement des malades par hypocortisol et ça permet de les faire sortir de la léthargie. Alors il ne faut pas oublier la diapo suivante, c'est que quand on a un tableau digestif, de penser que ça peut être un Covid pulmonaire associé, il faut faire un scanner thoracique. Et c'est pour ça, oui, une radio de coronaire, mais maintenant le scanner thoracique, c'est quasiment, on l'a plus vite que une radio thoracique. Oui, c'est vrai. En tout cas, à l'hôpital, nous, les radios, on les a quasiment jamais, et les scanners, on les a dans le main. Et donc voilà, ça permet de faire un diagnostic de Covid pulmonaire. Bon, et c'est pas plus cher. Alors la diapo suivante, c'était juste pour vous dire, pour remettre un peu le coup sur pourquoi il faut traiter rapidement. Parce qu'en fait, on sait que les macrolides, ça agit dans les maladies virales. On sait qu'il y a eu plein de publications, Claude nous a montré sur la grippe, le VRS, avec des études coréennes aussi qui ont montré qu'il y a aussi peut-être un rôle virulicide des macrolides, on ne sait pas, peut-être s'il y a l'activité sur l'ICAM1, sur la production d'interférons, sur l'INF, le TNF-alpha, bon, plein de produits de l'inflammation qui sont proactifs ou anti-inflammation et que les macrolides permettraient de diminuer ces cytokines. Il y a aussi les pneumologues maintenant utilisent beaucoup les macrolides dans les BPCO, vous savez, les bronchites chroniques de façon continue, parce qu'ils pensent qu'en fait que ça agit sur des facteurs bactériens, mais aussi des facteurs peut-être immunomodulateurs, c'est pas très clair. D'où l'intérêt de l'azithromycine et de la clarithromycine, c'est clair. Nous, on utilise maintenant azithromycine et clarithromycine. Alors,
je me suis dit, est-ce que l'azithromycine, la clarithromycine pourrait suffire dans les Covid digestifs? C'est ce que je me posais comme question, puisque j'avais ça comme molécule. Mais en fait, en lisant une étude, une thèse qui faisait 150 pages d'une collègue, j'ai mis, s'appelle Dumas, sur le Promotella n'est pas sensible à l'azithromycine et à la clarithromycine. Donc il y avait un trou dans mon antibiogramme et donc dans la façon de traiter. Donc j'ai dit qu'il fallait utiliser une autre molécule. Et j'ai cherché quelle est la molécule qui était la plus intéressante. Il fallait une quinolone, parce que nous, les quinolones, on utilise beaucoup dans les colites et dans les inflammations digestives, c'est notre traitement de référence. Et en fait, elle citait la lévofloxacine, le Tavani, comme une molécule, en tout cas, efficace dans le Promotella. Donc, c'est ce que je fais actuellement à l'hôpital. Je fais une bithérapie, clarithromycine et lévofloxacine. Qui est aussi active sur les mycoplasmes. Et qui est aussi l'acide de mycoplasme aussi. Mais là, je n'utilise pas sur le mycoplasme. Alors, pour retenir un petit peu ce que je vous ai dit, c'est que le Covid digestif, c'est fréquent, c'est moins fréquent que le Covid pulmonaire, beaucoup moins fréquent. Beaucoup moins fréquent, mais ça peut être associé à un Covid pulmonaire. Si vous avez un Covid pulmonaire et vous avez des signes digestifs, faites attention de ne pas oublier le Promotella et peut-être mettre une bithérapie. Donc la contamination, c'est pas très clair. Est-ce que c'est manuporté ou c'est par un aliment contaminé? C'est pas clair. Il faut y penser devant une diarrhée qui dure plus de 3 jours, des douleurs abdominales et des complications ischémiques. Moi, j'utilise beaucoup la NFS et c'est vrai que les internes, ils me disent mais ah ouais, c'est vrai, il faut que je regarde ma NFS. Donc ils regardent la NFS et ils regardent s'il y a la monocytose et la lymphopénie. Et à ce moment-là, ils disent ah ouais, c'est peut-être un Covid. Et donc ils vont rechercher un scanner thoracique et ils vont voir sur les images du scanner thoracique et sur le scanner abdominal. Ils vont voir sur les bases s'il n'y a pas des petites images qui évoquent un Covid pulmonaire. Et à ce moment-là, ils disent ah oui, c'est vrai, c'est un Covid pulmonaire. C'est un Covid digestif par le biais qu'il y avait aussi quelque chose sur le poumon. Bon, il y a d'autres causes, il y a d'autres complications. J'utilise beaucoup les dédimères avec des taux qui sont variables. Il n'y a pas vraiment de consensus sur le taux de dédimères et quand faut-il des anticoagulants, c'est au cas par cas. Et j'utilise l'angioscanner abdominal aussi. Et je fais un traitement double actuellement, qui n'est pas recommandé par tout le monde. C'est le traitement de l'hôpital de ce que je fais actuellement dans mon service avec mes collègues, c'est la clarithromycine et lévofloxacine. Et actuellement, on a fait 300 patients avec ce genre de traitement et avec des succès chez quasiment tous les patients. Voilà. Donc on est satisfait d'un traitement et comme on dit, quand on a un traitement, une équipe qui gagne, on ne la change pas. Donc c'est comme au foot, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Merci à vous. Je vais laisser la parole à... Là, on fait une petite pause d'abord? Eh bien oui, parce que c'est plus sur les... D'accord. D'accord. Donc peut-être qu'on peut demander s'il y a des questions Oui. publiques sur cette première partie. D'accord. Sauf que là, je vais être obligée, moi, de remettre mon micro pour entendre. Bien sûr, c'est normal. On peut mettre sinon, une autre. hein? On met une autre. Oui. Ah, si vous pouvez, eh ben, c'est mieux, oui. Non. Hein? On est beaucoup trop près. D'accord, donc je tente... Oui, s'il y a des questions dans le public sur cette première partie. Oui, sur ces... Non, là, moi, j'écoute, je suis en train de chercher et je vois le public et pas l'écran. Ah, si, ben non, j'ai connexion là. Sur l'écran partagé. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais essayer de réguler le son ici pour pas avoir trop de... Toujours mettre un minute avant. Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans le public?